On peut ouvrir le débat? Quelqu'un veut prendre la parole? Oui, merci. Il y a une problématique, moi, que je me pose avec ces ministères ou ces services au niveau du département qui mélangent un peu les personnes dépendantes par l'âge et les personnes en situation de handicap. Certes, quand on fait quelque chose pour les personnes handicapées, ça va avoir une incidence sur les personnes vieillissantes. D'accord. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes quand même. D'un côté, on a une perte d'autonomie pour les personnes qui vieillissent, et de l'autre côté, on a besoin de gagner en autonomie pour les plus jeunes, leur donner une espérance, une vie de qualité. Ce n'est pas la même problématique. Et le fait de mélanger les deux choses, à un moment donné, pour moi, ça représente un danger. Et je regrette aujourd'hui, alors je me trompe peut-être, mais qu'il n'y ait pas de politique. Ce matin, pour l'inauguration, oui, mais cet après-midi... Oh, pardon, excusez-moi. Eh bien, je vous remercie d'être présente. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de monde quand même qui nous représentait. Et si les politiques ne s'approprient pas ces discours, ces réflexions, les problèmes qu'on se pose par rapport à l'avenir, eh bien, ils ont peu de chance. S'ils ne sont pas sensibilisés, ils ont peu de chance de décliner une politique qui soit parfaitement adaptée, durable et évolutive, comme vous l'avez dit, Monsieur Goé. Voilà ce que je voulais dire, ce danger à mélanger personnes âgées, personnes handicapées. Oui, bonjour, Serge Kelitsky, Réseau Bulle. Nous, on a une interrogation, une grosse interrogation, parce que là, on est en train de dessiner finalement des perspectives de bien-être, de vivre ensemble, et le quotidien des personnes avec autisme et des familles qui ne sont pas accueillies dans des établissements, c'est quand même une porte fermée, massive, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans le cadre des loisirs. Bref, ce qu'on propose finalement aux familles, c'est qui souhaitent finalement aider à sortir d'une bulle, c'est une bulle dans laquelle on les enferme. Et là, la position du défenseur des droits, finalement, c'est quand même, c'est quoi exactement? Parce que la médiation va jusqu'où? Euh, Parce que les familles, lorsqu'elles nous interpellent pour nous dire à chaque fois qu'on va dans une école, on nous explique bien gentiment que s'il n'y a pas de notification, s'il n'y a pas de ESH, s'il n'y a pas si, enfin bref, tout est conditionné pour que enfin on puisse enfin permettre une entrée quand elle existe. Ça n'exclut quand même pas tous les 80% de gamins qui ne sont pas scolarisés, dont personne se soucie. Ça quand même enchaîne sur des situations dramatiques de perte d'emploi des familles, parce que on n'a pas choisi de ne plus travailler, on n'a pas le choix, puisque finalement personne ne vient subvenir à ces cadres. Alors c'est vrai qu'on regarde ça, et le loisir c'est pareil. Lorsque je m'adresse à la jeunesse et au sport pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites finalement pour véritablement inclure les personnes, comme toute personne en milieu ordinaire, dans les centres de loisirs, dans les collectivités territoriales, dans les associations, la réponse est je vais aller voir dans le plan. Bref, il y a une manière de se défausser, de ne pas assumer ses responsabilités qui est quand même assez dramatique à l'égard des familles qui, elles, attendent des réponses et voudraient juste qu'on prenne en compte la personne en tant que telle, dans son cadre, dans son milieu, et pas comme une personne que l'on stigmatise avec un déficit, et des familles à qui on dit, d'ailleurs bien volontiers, on est prêt à vous aider bien sûr, mais on n'a pas les moyens pour le faire, on ne sait pas le faire et passe à l'autre. Alors là, il y a quand même matière à se dire que où se situe finalement le défenseur des droits dans ce cadre. Qu'est-ce qu'il en fait? Comment il interpelle? C'est quoi ses limites? Et pour avoir quelques expériences, notamment de familles qui ont interpellé le défenseur des droits et qui s'est entendu dire, mais nous, on est médiateurs. Et donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas une injonction à faire. On n'intervient pas directement auprès d'eux. On essaye d'eux, mais si le décideur a décidé de faire autrement, on ne peut pas grand-chose.
En tout cas, c'est quelque chose qui est très poignant et qui en même temps ne va pas dans le sens de l'inclusion, de l'ouverture d'esprit, et ne va pas non plus dans le sens de finalement accueillir l'autre, oser l'autre, le prendre en tant que personne. Le vrai problème de fond des familles qui ne sont pas dans les établissements aujourd'hui et qui ne pourront pas l'être demain non plus pour plein de raisons qu'ici nous connaissons les uns et les autres, ça ne veut pas dire qu'il faut désinstitutionnaliser, loin de là, loin s'en faut. Il faut effectivement des institutions. Mais ça veut dire aussi qu'il faut des solutions alternatives pour permettre à tous ceux qui sont dans la rue, tous ceux dont personne ne s'occupe, qu'enfin quelqu'un puisse leur apporter quelque chose qui soit palpable, qui soit concret et qui ne soit pas uniquement que de la parole et du vent. Alors, je vais répondre à cette question et puis je répondrai ensuite à la vôtre. Ce qui m'inspire mon propos, c'est l'expérience globale que j'ai eue. C'est la raison pour laquelle j'insiste chaque fois sur les différentes expériences que j'ai pu avoir. Et puis, ce que l'institution du défenseur des droits peut faire. Le défenseur des droits, il ne fait pas la loi. Le défenseur des droits, il ne fait pas la réglementation. Le défenseur des droits, il ne juge pas. Le défenseur des droits, il rétablit dans ses droits celles et ceux qui s'en estiment privés. C'est-à-dire qu'il fait ça, et puis par ailleurs, sur la base des saisines qui lui parviennent, il peut émettre, comme je vous le disais tout à l'heure, des avis ou prendre des décisions qui sont de nature à inspirer le législateur ou le pouvoir exécutif. Donc, quand vous nous saisissez, on vient d'être saisi pour des histoires de transport, de ces systèmes de transport. Il se trouve qu'on en a 2 ou 3 qui nous viennent de 3 villes différentes, de 2 ou 3 villes différentes, et en particulier de Paris. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Le fait que l'on soit confronté à toutes ces situations nous conduit à tenir des discours et à prendre des positions qui parfois vont au-delà de ce que nous pouvons institutionnellement faire. Ça, c'est une première chose très importante. C'est-à-dire, on peut être porteur d'une parole mobilisatrice, sensibilisatrice. Et ça, Jacques Toubon, ses adjoints, on ne s'en prive pas. Et le fait que l'on soit une autorité constitutionnelle indépendante, on ne peut pas nous interdire de fonctionner, on ne peut pas interrompre notre mandat qui n'est pas reconductible. Ça veut dire qu'on ne veut flatter personne pour faire un 2e mandat. On pense et on dit ce que l'on pense. Ça, c'est la première. C'est la fonction, en quelque sorte, tribunicienne du défenseur des droits. Quand vous nous saisissez, on regarde si nous sommes compétents. On est compétent dans quelle mesure ? Soit parce que c'est une atteinte au droit, mais au droit pas comme vous l'imaginez, pas comme je le conçois, le droit existant. Est-ce que c'est conforme au droit existant ou pas ? Si ça entre dans notre domaine de responsabilité, on va s'occuper de la situation en question. On va dire, par exemple, c'est invraisemblable que l'organisme untel attende 3 heures pour venir chercher quelqu'un qui a besoin de se déplacer de tel endroit à tel autre endroit. On a beaucoup de saisines comme ça. Et pour nous, l'organisateur de ces voyages ne peut pas nous dire « j'ai pas le moyen de le faire », parce qu'on regarde son statut, on lui dit « mais attendez, vous êtes dépositaire d'une prérogative d'intérêt général, donc vous devez vous donner les moyens de répondre à cette prérogative d'intérêt général. » Ah oui, mais on n'est pas les seuls, il y a la ville, il y a tout ça. Eh bien, on écrit au maire et on dit « et alors là, vous êtes responsable de la réalisation de ce quasi-service public destiné à une position en particulier. » Ça, nous, on est compétents pour ça. Nous, vous comprenez, on ne peut pas aller au-delà de nos compétences. Dans le propos, dans la parole que l'on tient, oui, on peut globaliser notre réponse. Et on fait un rapport annuel, et ce rapport, on vient le présenter devant le Parlement, devant les commissions des lois des 2 assemblées. Puisque, comme vous le savez sans doute, le défenseur des droits, il est nommé par le président de la République à condition que les 2/3 au moins des commissions des lois des 2 assemblées aient été d'accord. Sinon, il faut que le président de la République fasse une autre proposition. Et les adjoints, on est nommé sur proposition du défenseur des droits, mais par le Premier ministre, et c'est dans la loi organique.
Alors, dans les interventions que l'on fait, par exemple, si vous vous branchez sur le site de l'Assemblée nationale et vous allez sur le mois d'avril, c'est toujours consultable, il y a eu un débat entre le défenseur, ses adjoints, et puis plusieurs parlementaires, les parlementaires qui disaient, Jacques Toubon avait dit dans son propos, moi je ne suis pas tenu par le principe de réalité. Moi le principe qui me tient, c'est celui des droits. Si le droit dit ceci, je ne vais pas, au nom des réalités dont il faudrait que je prenne compte, dire que le droit dit autre chose. Voilà ce qu'il dit. Il parlait notamment pour les mineurs non accompagnés. Ce qui d'ailleurs, ça vaut la peine, hein, parce qu'il y a vraiment un débat juridique intéressant à cette occasion. Et puis, ça pose vraiment la question du domaine d'intervention de l'institution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, saisie par de nombreux citoyennes handicapées sur des questions de transport, on a décidé de faire, avant la fin du mandat, notre mandat qui n'est pas renouvelable se termine à la mi-2020, on a décidé, après nous être beaucoup occupés du logement, mais avec l'insuccès que vous savez, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Ce qui finalement a été décidé, c'est pas ce qu'on souhaitait. Bon. On a décidé de faire le même travail, je reste sur l'exemple des transports, on a décidé de faire le même travail sur le sujet. C'est-à-dire que pour juger et apprécier une situation personnelle, on regarde si on est compétent. Si on n'est pas compétent, c'est tellement facile pour la partie adverse de dire « mais attendez, vous vous mêlez de quoi? Vous n'êtes pas compétent. » Bon. Mais par contre, sur l'analyse des situations et les propositions, là, on est totalement libre. C'est-à-dire que, pour rester sur mon sujet du transport, on va faire sur le transport l'équivalent de ce que l'on a fait sur le logement. Alors, vous allez me dire, à juste titre, oui, mais il vous écoute ou il ne vous écoute pas? Ça, moi, je n'ai pas la gendarmerie ni l'armée pour entourer l'Assemblée nationale et les faire voter avec un truc sur la tempe. Bon. Et moi, je ne veux pas, je ne voudrais surtout pas vous quitter en laissant l'idée qu'il suffit de nous demander quelque chose pour l'obtenir. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Mais par contre, ce que vous avez indiqué dans votre intervention, ça peut nourrir notre avis. Et puis, vous savez, quand on se rapproche de la fin d'un mandat, les politiques, pour être réélus, etc., c'est le moment où il faut... On sait ça dans les associations. Hein, il faut les... Donc, on prépare vraiment un inventaire de ce que l'on a pu constater, notamment sur la question du handicap, puisque c'est notre première cause de saisine. Et donc, voilà ma réponse. Hein. Moi, je ne veux pas vous quitter en vous disant, vous savez, il suffit de nous demander, on va obtenir, etc. On martèle. On a même beaucoup d'ennemis. Les ministres de l'Intérieur, en particulier, n'ont jamais été nos amis. Bon, ça se comprend d'ailleurs, hein, vu les positions que le défenseur des droits est obligé de tenir. Parce que le droit, c'est le droit. Pour terminer tout à fait sur cette histoire de la commission des lois de l'Assemblée, Jacques Toubon et les adjoints, on a répondu, mais attendez, nous, le droit, il est ce qu'il est. Vous pouvez le changer. Mais tant que vous ne l'avez pas changé, le droit que vous avez fait, d'ailleurs, vous le législateur, il s'applique. Alors, vous pouvez vouloir le changer. Mais si vous voulez le changer, on a la possibilité de faire, on vous dira ce que l'on pense de ce changement. Et puis si malgré tout, malgré nos observations et ceux d'autres, le contrôleur des lieux privatifs de liberté, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, etc., si vous changez le droit... on dira qu'on regrette que le droit soit devenu ce qu'il est devenu, mais on ne pourra pas faire autrement que de nous installer dans ce droit-là. Nous ne sommes pas législateurs, nous sommes médiateurs. Ce qui sans doute restera du mandat de Jacques Toubon, c'est que contrairement à son prédécesseur, mais son prédécesseur n'est pas condamnable, simplement pendant 3 ans, il était d'ailleurs fort malade, pendant 3 ans il a mis en place l'institution. Donc, parce que j'aime autant vous dire qu'elle ne faisait pas l'unanimité. Hein. Jacques Toubon, quand on arrivera au moment de la fin du mandat, on fera un inventaire, on lèguera un inventaire avec ce que l'on a pu obtenir comme évolution du droit, ce que l'on n'a pas pu obtenir comme évolution du droit et ce que l'on suggère que ce droit-là devienne. Ça se rapproche, hein, puisque je vous dis, c'est à la mi...
Merci d'avoir posé cette question, parce que comme je suis enthousiaste, vous vous dites, ce gars-là, il est capable de renverser les montagnes. Mais malheureusement, si vous saviez comme j'aimerais, hein, non, il faut que les choses soient très claires entre nous. Mais ceci dit, que les associations nous nourrissent, le réseau des MDPH, etc., nous nourrissent en observation de ce type. Parce que tout ce que je viens de dire, ce sont des arguments sur la question de l'égalité des droits. Ce sont des arguments pour l'égalité des droits, pour l'égalité de traitement. C'est ça l'intérêt de cette institution, c'est qu'à la fois elle peut débrouiller des situations particulières et elle peut ensuite suggérer, et pas avec un arrière-plan politique, pas avec un arrière-plan économique. Il n'y a pas d'arrière-plan, c'est un magistère en quelque sorte, c'est un magistère indépendant. Alors on a un autre problème, c'est que comme ça marche à peu près bien, l'institution, chaque fois qu'on veut apporter une protection nouvelle, on se dit, bah, tiens, on va le confier aux défenseurs des droits. Et on vient de nous confier la protection des lanceurs d'alerte. Alors, ça a été fait en fin de législature. En fin de législature, les majorités sortantes créent des quantités de textes généreux. Ça peut rapporter des voix au moment du renouvellement des mandats. Mais la protection des lanceurs d'alerte, c'est très difficile pour une institution comme la nôtre, puisque nous fonctionnons sur le contradictoire. Donc, du point de vue de la technique juridique, c'est extrêmement compliqué. C'est le seul exemple que je prends. Mais bon, voilà ma réponse. Alors, ceci dit, dans ce que vous disiez, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, la question des personnes autistes, hein, vous avez parlé des personnes autistes et vous avez parlé des personnes non accueillies en milieu ordinaire et qui seraient susceptibles de l'être, qui aspirent à l'être. Les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Et puis parfois, il y a des aspirations qu'il est difficile de satisfaire. C'est vrai pour les personnes handicapées comme pour toutes les... Et parfois, les personnes handicapées peuvent, comme personnes ordinaires, avoir des aspirations qui ne sont pas forcément en rapport avec les besoins de la dite personne. Il n'y a pas de citoyen qui... Il suffit qu'il désire pour obtenir. Bon. Il y a tout ça quand même, hein. On vit en société. Mais... ce que l'on fait dans la perspective des positions qu'on sera amené à prendre face, je reste sur le terrain du handicap, face aux différentes initiatives qui sont susceptibles d'être prises, c'est de recueillir sur la base des exemples qui nous sont soumis les suggestions que l'on peut faire pour qu'il y ait une véritable égalité de traitement et une égalité d'accès aux droits. Mais on a, comme les associations, on a comment je ne sais pas comment qualifier ça, on a une difficulté à résoudre. C'est que on est tenu de faire des propositions crédibles. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut faire des propositions crédibles. Ensuite, il faut que l'on attende des pouvoirs publics qu'ils nous fassent connaître très précisément ce qu'ils ont l'intention de faire. Or, aujourd'hui, on attend une conférence nationale du handicap. Finalement, on nous dit qu'elle aura lieu l'année prochaine, hein, alors qu'elle devait avoir lieu à la fin du premier semestre du quinquennat. Il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites, je pense que vous en avez pris connaissance. Il y a eu un certain nombre d'annonces de faites à la suite du comité interministériel du handicap. Mais ça ne fait pas une politique globale. Ça ne fait pas une politique globale. Il n'y a pas encore la totalité des dispositifs attendus. Et nous allons devoir, dans la perspective de cette conférence nationale du handicap, on a d'excellentes relations avec le comité interministériel du handicap, avec la secrétaire d'État aux personnes handicapées, etc., tout en veillant au respect de l'indépendance de l'institution et puis du rôle respectif de chacun. Certainement que l'on prendra l'occasion du rendu public des intentions gouvernementales pour faire une analyse qui sera faite en fonction de l'accès aux droits et de l'égalité de traitement. Ce sera crédible à partir de ce moment-là, ce que l'on pourra suggérer. Mais il en est pour qui
parmi les personnes handicapées. Il en est pour qui des mesures spécifiques sont nécessaires pour atteindre l'égalité de traitement avec les autres. C'est là qu'est le delta à régler. C'est ça. Parce que la spécificité du handicap, c'est pour ça que j'insiste toujours beaucoup sur les questions de compensation et d'accessibilité. C'est une association, l'association Bulle, parce que je vois que vous avez un petit badge. C'est national, ça. On a effectivement des antennes au niveau national, puisque Réseau Bulle est bien une association de parents. Et de parents à l'échelle nationale. Ça serait intéressant de vous rencontrer, l'association. Bon, faut pas que... Une question. Oui. On pourra, avant de partir, là, faire ça? D'accord, ça marche. Bon. Alors, tous ceux, parce que je ne voudrais pas créer d'inégalité de traitement, hein, tous ceux qui... Vous avez une question? Oui, il a été dit au départ que vous alliez parler du handicap psychique. Donc je ne sais pas si vous voulez aborder le sujet. Alors, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas détaillé, je n'ai pas énuméré les différentes formes de handicap. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce que je peux vous dire... Je vais quand même... Vous avez une question? Je vais poser ma question. Des lettres aux défenseurs des droits, nous, on peut en faire des journées et des journées. Je vais vous donner des exemples. Vous avez parlé de l'ascenseur. Moi, je vais parler d'un problème à l'hôpital. C'est très simple. Il y a souvent des vols. Et lors des CDU, on a proposé la mise en place de coffres. Le coffre n'est toujours pas installé dans les services, certains services. On en est à la 3e année de discussion. Il y a toujours une raison. D'autres exemples. En ce qui concerne l'accompagnement, j'ai l'occasion de visiter des appartements tenus par des malades handicapés psychiques. Ces appartements, il n'y a aucun accompagnement. C'est d'une tristesse pas possible. Les murs sont sales. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de meubles. On ne rentre pas dans les toilettes tellement c'est sale. Et je n'ai pas à vous faire de description, je n'ai pas pris de photos. J'en suis revenu catastrophé. Et des exemples comme ça, il y en a de multiples. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. On peut aussi parler de la rupture des soins, etc., etc. Donc je vous dis, des lettres, on veut bien en envoyer, mais je ne sais pas quelles seront les réponses. Voilà où on en est en ce qui concerne le handicap psychique. On a énormément de retard. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais chez le Défenseur des droits, il y a ce qu'on appelle des comités d'entente. Ce sont des comités qui réunissent des associations. Il y a un comité d'entente LGBT, un comité d'entente égalité femmes-hommes, etc. Et il y a un comité d'entente handicap. Et d'ailleurs, dans ce comité d'entente, il y a l'UNAFAM qui siège. Il y a un collectif d'associations qui nous a contactés il y a une dizaine de jours sur le sujet. Et à ce collectif d'associations, sont des parents d'ailleurs, qui nous expliquent notamment ce que vous venez de décrire. Ce que je leur ai dit, c'est que dans le secteur du handicap psychique, il y a beaucoup d'associations. Il y a l'UNAFAM, mais il y en a d'autres. Il y a l'œuvre Falleret à Paris, il y a les anciennes Croix Marines qui ne s'appellent plus comme ça maintenant, etc. Il y a la FNAPSI, il y a tout ça. Bon. Vous constituez la crédibilité de vos interventions, ce que vous venez de décrire, et vous pourriez multiplier ça par 10. Tout ça est incontestable. Le problème, ce n'est pas uniquement vrai pour le handicap psychique, mais c'est en particulier vrai pour le handicap psychique. Il y a une diversité d'interlocuteurs. Moi, ce que j'ai dit aux personnes qui m'ont contacté, c'est un couple d'ailleurs, ça peut vous dire quelque chose, avec le docteur Salbreux, etc. Vous voyez qui c'est, le docteur Salbreux? C'est un des grands gériatres, gérontologues de Paris sur la question du handicap psychique. Il faut que vous vous regroupiez.
pour faire une démarche commune. Parce qu'il y a des quantités de saisines qui peuvent survenir, des quantités d'interpellations comme la vôtre, mais il faut vous regrouper pour faire une sorte d'inventaire global de la situation. C'est à ce prix-là que nous, par exemple, hein, pas que nous, mais nous, par exemple, chez le Défenseur des droits, on pourra faire une recommandation en disant au pouvoir public, surtout dans la perspective de la Conférence nationale du handicap que vous allez organiser, etc., voilà un inventaire très précis de tous les problèmes que soulève le handicap psychique, qui est un handicap oscillant. Il y a des moments de crise, il y a des moments d'apaisement, avec beaucoup d'errance. À Paris, il y a des quantités de malades handicapés psychiques qui errent dans les rues, etc. Il faut qu'il y ait un tel regroupement, un état des lieux global de la situation. À partir de ce moment-là, on peut trouver d'ailleurs des alliés. On peut trouver des alliés à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le comité interministériel du handicap, pour faire une démarche globale, que ça soit une des priorités de la Conférence nationale du handicap. Mais vous savez, quand il a fallu faire admettre que la maladie mentale était source de handicap, on a ramé. On a eu tous les lobbies professionnels contre, au moment de la loi de 2005, ça a été un combat. C'est comme pour l'autisme. L'autisme, on est héritier d'une approche très largement encore de nature psychiatrique. Alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis d'ailleurs, leurs recherches sont des recherches qui portent sur une certaine forme de mutation génétique. Vous savez, quelqu'un à qui vous donnez votre date de naissance et qui vous dit le jour de la semaine où vous êtes né, ça existe. Mais ça, c'est pas de la folie. Ça, c'est pas de la folie. Et aux États-Unis, ils ont fait un certain nombre d'études là-dessus. Moi, j'ai fait l'expérience. Un directeur d'établissement me dit, vous donnez votre date de naissance, à mon avis, il va vous donner votre jour de naissance, le jour de la semaine où vous êtes né. Donc, je lui donne ma date de naissance, je ne vous la donnerai pas. Et il me dit, mais il me regarde et puis il me dit au bout d'un moment, c'est un mercredi. Et puis là, je réalise que je n'ai jamais su quel jour de la semaine j'étais né. Donc, j'appelle ma mère et je lui dis quel jour de la semaine je suis né. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, écoute, je t'expliquerai, c'est très compliqué. Quel jour de la semaine? Elle me dit, c'est un mercredi. Et il l'a fait, parce que, après tout, j'aurais pu me dire, c'est un coup de peau, quoi. Bon. Il l'a fait à plusieurs personnes, il ne s'est jamais trompé. Ça, ce n'est pas un problème psychiatrique. Certes. Non, mais d'accord, mais je prends cet exemple-là. Parce qu'il est très significatif, il est très exemplaire du fait que, en France, on ne traite pas la question du... S'il y a des troubles psychiques chez les personnes autistes, moi, là, je suis catégorique là-dessus. Je ne demande qu'à être démenti. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils ont et qu'on ne sait pas se comporter avec eux. C'est pas compliqué. C'est évident. C'est évident. Oui, bonjour. Michel Bocquet, le président du GEAC 62. Donc, instance de concertation sur le travail adapté. Oui. Et donc, d'abord, vous remercier d'avoir pris en considération notre dossier livre blanc que nous avez transmis, d'avoir déjà travaillé avec, et puisque je crois que nous continuerons tout à l'heure à en parler, je crois, et donc vous dire que, je veux dire, la question qu'il pourrait être posée ici, c'est de dire, est-ce que Défenseur des droits peut avoir une influence sur les décisions des orientations budgétaires? Parce que le travail adapté et le GEAC 62 ne couvrent pas le travail adapté, ça ne concerne pas que le Pas-de-Calais, c'est l'ensemble du travail adapté dont actuellement les orientations budgétaires qui semblent être d'ailleurs même peut-être prises font craindre beaucoup pour d'abord nos entreprises adaptées et dans un futur pour nos ESAT. Certains rapports sénatoriaux en parlent déjà. Donc, je veux dire, voilà un petit peu ce qui est aujourd'hui notre inquiétude, notre problématique, disant que apparemment, c'est notre modèle français d'accompagnement qui semble être mis en cause. Et nous avons, personnellement, je suis allé à Bruxelles,
la Commission européenne, et nous avons entendu des personnes au sein de cette commission qui, eux, ont tenu un autre langage que celui qu'on pourrait entendre en disant c'est l'Europe qui le veut. Non, je crois que c'est propre à notre politique. Donc de tout ça, c'est ce qui nous motive dans notre démarche, et en vous remerciant encore une fois de toute cette écoute. Vous avez parlé du Sénat, et au Sénat, il y a un groupe de travail qui a été constitué sur le financement des institutions. Nous n'avons pas de prérogative pour évoquer la question du financement. On a répondu à leur invitation, on y est allé. Et moi, je leur ai dit, ce que nous, défenseurs des droits, on va vous dire, c'est ce que sont les droits des personnes et ce qu'il faut que le système leur garantisse en termes de droits. Ça, nous, c'est pas qu'on a la possibilité de le faire, c'est qu'on doit le faire. Alors après, le mode de gestion et les moyens à dégager, c'est une autre étape. Mais puisque vous avez mis sur la table la question du financement des structures, nous, on va vous dire quelles sont les structures auxquelles on tient, parce que ce sont des réponses adaptées à la situation et aux besoins des personnes. Mais vous n'allez pas vous abriter derrière nous pour dire, avec ce qu'il a dit, le défenseur des droits, on peut réduire de 20% les dotations que l'on fait aux entreprises adaptées. Parce que ça serait le piège, vous comprenez. Ça serait le piège. Mais c'est eux qui ont souhaité nous entendre, et ils ont dit qu'ils ne se trompaient pas sur la vocation du défenseur des droits. Et on n'est pas des négociateurs de budget. Si on commence à être négociateur des budgets, on ne peut plus parler des droits dans leur intégralité tels qu'ils doivent être reconnus et pris en charge. C'est une chance de vivre dans un pays. La Croix-Rouge m'avait invité à une réunion publique à Dijon. Il y avait une table ronde et il y a 2 députés qui se sont exprimés, une de la majorité, une de l'opposition. Et moi, je parlais le troisième. Et j'ai pris la parole à mon tour, et moi, j'ai dit, voilà, après alors, la députée de la majorité disait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qu'est-ce qu'on n'a pas déjà fait? Celle de l'opposition disait, vous n'avez pratiquement rien fait. Ils étaient dans leur rôle, d'ailleurs. Moi, j'ai parlé des saisines qui nous parviennent, et de ce que révèlent les saisines qui nous parviennent. C'est-à-dire, il y a des problèmes de non-respect du droit et d'inégalité de traitement. Alors la députée faisant partie de la majorité a repris la parole en disant « mais on doit être optimiste, il faut aller de l'avant, etc. etc. » Là, j'ai repris la parole et j'ai dit « on a de la chance, parce qu'on vit dans un pays qui est régi par le système de la séparation des pouvoirs. » Donc la députée de la majorité, elle dit « voilà ce qu'on fait et c'est bien ce qu'on fait ». La députée de l'opposition, elle dit « ils pourraient faire plus, ce qu'ils font, c'est pas assez ». Mais moi, c'est pas mon propos. Moi, c'est de dire, pour les personnes dont on parle et les situations dont on est en train de traiter, voilà ce qu'il faudrait pour que les droits soient respectés. Donc, la démarche pour les entreprises adaptées, à la suite de la saisine que vous nous avez faite et à la suite d'autres saisines qui nous sont parvenues, pas sous la même forme, c'est vous qui avez fait vraiment une démarche construite, etc., ben évidemment, d'une part, vous nous avez saisis, donc il faut qu'on prenne position. Et j'ai rencontré les gens de l'administration, d'ailleurs, avant que l'on se revoie et qu'on en discute, pour les écouter, les entendre. Il faut les entendre. Et sur la base de ce que vous nous dites, de ce qu'ils disent, nous, on va rappeler que les modes d'orientation des personnes handicapées, les réponses qui sont proposées pour répondre à ces orientations supposent un certain nombre de conditions et qu'on les rappelle. Ça, c'est notre rôle. Donc, si vous voulez, on a une autorité juridictionnelle, on n'a pas une autorité judiciaire, on a une autorité juridictionnelle et une influence. Alors, le mot, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est l'idée, une influence en quelque sorte morale. Ce n'est pas très bon. Du point de vue de l'image, du point de vue de l'impact, etc., qu'il y ait, par exemple, ce qui a certainement, et en allant à Bruxelles, j'ai compris que c'était le cas auprès de l'unité emploi qui s'occupe du handicap en ce moment à Bruxelles, sur la question de la loi Elan,
j'ai compris que les positions du défenseur, parce qu'il y a un réseau de défenseurs en Europe, on a fait connaître à nos semblables en Europe la position qui était la nôtre sur la loi Elan. Bon, ben, le gouvernement français est embarrassé. Il est embarrassé. On règle des cas particuliers, et sur la base de ces cas particuliers ou de ces problèmes généraux dont nous sommes sauvis, comme vous l'avez fait, on rappelle ce que les droits doivent être. Et qu'il y a des craintes vérifiables de non-observation de ces lois. Parce que pour faire simple, ce que vous nous dites, c'est l'entreprise adaptée, c'est un moyen pour une certaine catégorie de personnes en situation de handicap, notamment intellectuel, d'accéder à une activité de type professionnel. Et ce qui vient d'être conclu, le processus qui est lancé, nous conduit à nous inquiéter sur tel ou tel domaine. Bon, alors ensuite, on consulte, on demande, on regarde si l'analyse que vous faites est une analyse partagée par d'autres. C'est normal. C'est normal, puisque nous sommes amenés à prendre une position d'ordre général. Vos inquiétudes sont partagées par d'autres, c'est clair. C'est clair, et puis l'expérience que j'ai eue comme directeur général de l'UNAPI me fait dire que, et vous êtes une association qui en fait partie, me fait dire que le handicap intellectuel appelle un certain nombre de dispositifs. C'est ça que vous dites en fait. Vous dites il y a des entreprises adaptées qui sont plutôt d'inspiration et de culture associative. Il y en a d'autres qui sont davantage d'inspiration et de culture entreprise ordinaire. Et ce que l'on craint, c'est que ce que l'on apporte chez nous de particulier à ces types de travailleurs, on ne puisse plus le faire. En gros, je simplifie, mais c'est ça votre argument. Argument que l'on entendait déjà il y a des années sur le sujet. Mais donc, on approfondira ça tout à l'heure. Mais je vous remercie de votre question parce que ça complète ce que je vous disais sur ce que nous pouvons faire. Oui, bonjour monsieur, je vais vous questionner sur le droit et l'égal traitement des enfants qui sont handicapés face à l'éducation. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes, moi je vais vous parler des enfants. Les enfants, si vous voulez, depuis la loi de 2005, les enfants handicapés ont un droit à être scolarisés et à être traités comme les autres au niveau de leur scolarisation. Voilà. Aujourd'hui, vous savez très bien que c'est quelque chose qui est très difficile. Et là, moi, je vous questionne sur que peut-on faire, que pouvez-vous faire en tant qu'intercesseur dans ces questions importantes pour faire évoluer les mentalités, à savoir les enfants et les jeunes handicapés ont leur place dans le processus de scolarité de notre pays. Deuxièmement, j'ai retenu aussi votre intervention sur inclusion et... Alors, attendez, on va répondre à la première question. Et puis après, on répondra à la deuxième. Ce que dit la loi, c'est qu'aujourd'hui, tout enfant handicapé, la première démarche qu'on fait, même qu'il soit handicapé ou pas, c'est de considérer qu'il relève de l'école ordinaire. C'est ça que dit la loi. Et ensuite, les instances compétentes examinent sa situation et disent voilà ce qu'il lui faudrait compte tenu de sa spécificité. Moi, je me souviens, c'était à l'époque de Jules Ferry, de Luc Ferry. Et ils étaient tous les deux à l'Éducation nationale, d'ailleurs. C'est un nom prédestiné, quand même. Et la situation, c'est celle-là aujourd'hui. Et ce sont les MDPH et l'Éducation nationale. On va faire simple. Le problème, c'est que l'Éducation nationale répugne à travailler avec le reste de la collectivité concernée. Et c'est pas l'Éducation nationale, c'est pas le ministère et c'est pas l'administration qui est la plus facile pour les MDPH. Il y a ça qui est très important. Et d'ailleurs, quand on a fait la loi, l'Éducation nationale aurait souhaité ne pas échapper à cette disposition. Je me souviens d'une réunion dans le bureau de Luc Ferry où un haut fonctionnaire, a dit oui, mais attendez, monsieur le ministre, pour eux, il existe
tel système. Il existe un système, c'est le système spécialisé. Et le ministre répond, attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a des enfants que l'école de la République n'aurait jamais à connaître. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il faut qu'ils soient inscrits systématiquement à l'école ordinaire. Et puis après on voit si en fonction de... On voit, ça c'est les textes, on voit en fonction de leur situation et de leurs besoins, si il faut que ce soit une éducation mixte. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, je suis en train de vous dire que c'est ce que les textes disent. Donc c'est ça le système qui théoriquement doit fonctionner. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Que ce soit une scolarisation ordinaire pour l'ensemble des enfants? Si vous voulez, moi je prendrais... Je pense qu'il y a des expériences dans le monde qui font que l'école, c'est d'abord une école ordinaire pour tout le monde et que ça soit la première étape pour tous les enfants. Je crois qu'il y a des exemples. Maintenant, en France, on a un système, comme vous le savez, très particulier et qui est très ségrégatif. Vous savez bien que les textes ne sont pas appliqués comme vous le souhaiteriez et comme je le souhaite. Moi-même, je viens de l'éducation nationale. Mais je crois qu'il y a quelque chose à faire avancer dans notre pays pour faire en sorte qu'il y ait cette assimilation, cette inclusion progressive. Et c'était la seconde question que je vais vous poser. On peut, à mon avis, on peut faire autrement que de séparer inclusion et désinstitutionnalisation, parce que les institutions peuvent justement, dans notre pays, progressivement, pour le cas des enfants en particulier, les faire accéder à des classes externalisées, qui sont des classes d'apprentissage et de progrès pour aller vers l'emploi. Donc je crois qu'il y a là, à travers les propos que vous teniez, beaucoup de sujets qui sont des sujets, comme vous l'avez dit également, évolutifs. Et moi, je crois que là, nous sommes réunis pour voir l'évolution d'une société. Et quelle est cette évolution? Moi, je le pense dans le domaine que je connais, celui de l'éducation, et puis celui aussi du médico-social où je suis administrateur. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et il y a des pays aujourd'hui qui le montrent. Il y a le Canada, il y a d'autres pays, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a la Suisse. On a des exemples à aller chercher et à propulser dans notre société, dans nos pratiques. Voilà ce que je voulais intervenir en toute humilité, parce que moi je n'ai pas de solution, sinon bon, ça se saurait. Oui, c'est effectivement un des sujets d'aujourd'hui. C'est un des sujets d'aujourd'hui. Ma réponse, c'est celle que je donnais dans mon propos introductif, c'est-à-dire qu'il faut avoir un système qui permette à chacun, donc enfant, adulte, etc., d'avoir une réponse qui soit adaptée, qui soit évolutive et qui soit durable. Ceci dit, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, l'évaluation. Et je pense que les MDPH, le système des MDPH, c'est pour ça que je prêchais pour qu'on fasse un inventaire 10 ans après l'adoption de la loi, c'est sans leur faire de procès, parce qu'elles ont fait ce qu'elles ont pu, sans leur faire de procès, puis elles sont inégales, il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien. Bon. C'est de mettre à plat le système pour, sur la base des principes qui régissent la loi, faire avancer le système. Ça n'a pas été fait. Je pense que si vraiment il y a un secteur où il faut que ce soit fait, c'est le secteur qui s'occupe des premiers temps de la vie, parce que ça prédétermine la suite. Mais évitons de toucher à la loi, parce que quand on touche à la loi, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Je sais qu'il y a des projets là-dessus. Il faut faire très attention, parce qu'on a vu des textes détricotés à la faveur de remise en cause de certaines dispositions de textes législatifs. Ça, il faut faire très attention. Il y a eu des amendements apportés à la loi de 1975, avant que l'on adopte celle de 2005, qui ont largement déstabilisé le système. En particulier l'amendement qui avait été porté par un acteur, comment il s'appelait, Creton. Ça partait, c'était plein de bonnes intentions, c'était plein de générosité. C'était une manière d'essayer de répondre à un problème, mais on a déstabilisé complètement le système. Donc, et puis, une loi, c'est pas la vocation d'une loi, c'est pas d'être un énoncé de principe. Ça, c'est dans les attendus d'une loi, c'est pas dans le texte de la loi.
Et puis le contexte étant ce qu'il est, quand on commence à toucher à la loi, il faut faire attention jusqu'où on va aller à toucher à la loi. Surtout qu'on n'y voit pas très clair sur les projets qui sont arrêtés aujourd'hui. D'ailleurs, les pouvoirs publics n'y voient pas clair eux-mêmes, puisqu'ils ont reporté à l'année prochaine la conférence nationale du handicap. Mais ça, c'est un sujet qui devra être puisqu'il va y avoir des travaux régionalisés, il faut qu'à certains endroits, ce soit sur la table. Et puis, là où vous avez raison, c'est qu'il faut entendre les différentes manières d'appréhender les choses. Le débat est libre. Mais après, il faudra qu'il y ait un arbitrage qui ne nous conduise pas à l'aventure, parce qu'on a tellement eu l'habitude de projets généreux, bien défendus d'ailleurs, et puis au bout du compte, ça a déstabilisé l'ensemble du dispositif. Il faut se donner, de toute façon, il faut se donner du temps, puisque maintenant on sait que la conférence nationale du handicap, c'est pour quand exactement? C'est pour à la fin du premier semestre de l'année, c'est pour juin. Bon, oui, ça nous donne 6 mois de réflexion avec des pôles différents sur le terrain pour... oui, c'est ce que m'expliquait Céline Poulet, la nouvelle secrétaire générale du CIH. Mais enfin, il va y avoir un débat de fond là-dessus. Tous les points de vue seront sur la table, et c'est très bien. Vous, ce que vous défendez, c'est une plus grande implication de l'éducation nationale et la garantie que l'enfant handicapé n'est pas ignoré de l'éducation nationale, qu'il a des droits identiques à tous les enfants. Alors après, il faut lui apporter la réponse adaptée, qui lui convienne, qui puisse petit à petit évoluer en fonction des progrès qu'il réalise ou des difficultés qu'il rencontre, et que ça ne soit pas interrompu du jour au lendemain. Parce que à l'étranger, vous avez aussi des exemples de pays où on a pris une orientation, et puis à un moment donné, on a fait l'évaluation, on a constaté qu'il y avait des quantités de gens pour lesquels ça avait été une impasse, et qu'on ne savait plus où les accueillir. Il faut vraiment regarder tout, hein. Il faut vraiment regarder faire une évaluation de toutes les expériences qui ont été faites. Et puis s'abstenir, c'est pas pour vous que je dis ça, c'est une manière générale, et puis s'abstenir d'approches idéologiques. La réponse au handicap et l'idéologie, ça n'a pas souvent bon ménage. Ou alors, les meilleures intentions du monde qu'on inscrit dans les textes et que l'on n'a pas les moyens de mettre en œuvre. Parce que ça aussi, on a eu ça. Sur l'autisme, on avait mis dans la loi de 75 que c'était une priorité. Il y a eu, vous vous en souvenez, il y a eu un débat législatif, on a vu que c'était une priorité, mais on n'avait pas les moyens d'en faire une priorité. Donc en fait... parce qu'en plus, on crée de l'illusion chez certains. On crée des espoirs que l'on ne se donne pas les moyens de satisfaire. Déjà que le handicap, c'est difficile à vivre. Mais là où je vous donne raison, c'est que... Enfin, là où je vous donne raison, je ne vais pas vous donner raison ou tort, mais là où je vous entends, c'est que c'est l'opportunité pour mettre le débat sur la table. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En plus, il y a une volonté politique de revoir un certain nombre de choses. C'est bien. Il ne faut pas que ça déstabilise l'ensemble du dispositif. Il ne faut pas que ce soit des pétitions d'intention qu'on n'a pas les moyens de réaliser, ce qui a été souvent le cas. Et puis surtout, voilà, là-dessus, moi, je ne lâche pas. Hein. Chaque enfant, chaque adulte doit trouver une réponse qui lui convienne, qui puisse durer et qui puisse... S'il évolue ou s'il régresse, parce qu'il peut y avoir du mieux, il peut y avoir du moins. Alors il y a la question des enfants, et merci de la soulever, parce qu'elle est primordiale, évidemment. Mais il y a aussi la question des personnes handicapées âgées. Et là dans la loi d'adaptation de la société française au vieillissement, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien. Alors là, il y a un débat qui est lancé sur le risque dépendance et sur la dépendance liée à l'avancée en âge. Quelqu'un a dû en parler tout à l'heure, je crois. C'est vous. Hein. Il y a des choses à rapprocher, mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Il y a des choses à rapprocher. D'autant qu'en plus, on a donné à la même structure la responsabilité des deux. On a donné ça au département. La PCH et l'APA, c'est le département.
Donc, les départements, ils se posent la question de leur efficacité, de leurs moyens, etc. Hein. Je crois que j'ai pris tout à l'heure l'exemple des Hauts-de-Seine et des Ardennes. J'ai pris ça, hein, parce que comme ça m'arrive souvent de faire... Non, je n'ai pas dit. Ah, c'était peut-être pas ici. Hein? C'était ce matin. Bon, moi, je rencontre des MDPH, visiter des MDPH. Je suis en particulier allé voir celle... Oui, j'arrête. Hein? Oui, oui. La MDPH des Ardennes et la MDPH des Hauts-de-Seine. Bon, il n'y a pas photo. Hein? Dans les Hauts-de-Seine, c'est facile. Dans les Ardennes, c'est très difficile. Et pourtant, ils ont une très bonne MDPH du point de vue de son fonctionnement, etc. Il y a aussi ça. Il y a aussi, dans l'égalité de traitement, il y a aussi la question des territoires. Et l'État s'est pas débarrassé, mais enfin, il a confié au département les 2/3 de la politique du handicap. Mais la différence, c'est que tout le monde deviendra âgé. Et tout le monde n'a pas d'enfants handicapés. Et évidemment, quand ils roulent quand même pour eux, ils se disent, bon, bah, ça va. Donc on a un peu tendance à avoir un déséquilibre entre la politique en faveur des personnes âgées par rapport à la politique des personnes en situation de handicap qui ont toute leur vie à faire. Mais oui. Notamment dans ce domaine-là, la prise en charge précoce, si on veut regarder ça sous un angle budgétaire, ça augmente l'autonomie et ça diminue beaucoup la dépendance. Si on voulait avoir cette vision des choses, pas une vision à l'année, mais sur plusieurs années, on pourrait se rendre compte qu'il y a des investissements à faire au bon moment et pas beaucoup trop tardivement. Je crois qu'il va falloir que vous reveniez, M. Coué. Écoutez, Monsieur le Président, j'espère que j'ai répondu à votre attente. Et en tout cas, je souhaite que le dialogue reste entre nous, parce que c'est aussi un moyen de voir les choses évoluer sur des cas concrets, et puis à votre disposition pour travailler ensemble pour que ça évolue. Je vous remercie. Merci de nous avoir éclairé. De nous avoir éclairé et puis redéfini un peu votre champ d'intervention. Et je pense qu'effectivement, on n'hésitera pas à vous solliciter sur les sujets que l'on a évoqués. Merci. Là, je reviendrai avec plaisir.